Le 4e Festival international du dessin et de la bande dessinée vient d'être lancé à Grand-Bassam. L'association des dessinateurs initiatrice de cet événement a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour permettre aux postes dans l'espace CEDEAO d'apporter leur contribution dans la lutte contre la pauvreté? La question préoccupe la conférence de la Poste des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle vient de se réunir à Grand-Bassam. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable lance la phase de la répression pour le respect du décret interdisant la production et la commercialisation des sachets plastiques. Des usines de fabrication d'eau en sachets ont été démantelées aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a reçu la chancelière allemande Angela Merkel avec la volonté de mettre en avant la solidité des liens entre les deux pays alliés après une série d'échanges. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le 4e Festival international du dessin et de la bande dessinée vient d'être lancé à Grand-Bassam. L'association des dessinateurs a été justement reçue hier par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan dans la ville historique. Les dessinateurs lui ont présenté le chef-d'œuvre au cours de cette rencontre, nous dit Jérôme Kofi Abolé. Au nombre de 5, ils ont eu l'honneur d'être reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce jeudi, tous en leur qualité de représentants des dessinateurs de presse et de la bande dessinée. Rencontre à la faveur de la 4e édition de Cocobule, entendez le Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée. Pour les membres de cette délégation, l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par leur hôte constitue la preuve que le dessin, quel que soit le message qu'il véhicule, ne laisse personne insensible. C'est un moment extraordinaire que nous avons passé, étant donné qu'on ne savait pas que le vice-président était amoureux aussi du dessin de presse. Et il nous a rappelé des dessins. Ça augure d'un bel avenir pour le dessin de presse ici en Côte d'Ivoire. Parce que comme vous le savez, les dessinateurs de presse n'ont jamais été inquiétés en Côte d'Ivoire et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que c'est aussi ça la force de la démocratie. Je crois que c'est naissant en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais c'est toujours bon que les autorités aussi montrent des signaux forts comme ça pour dire que la démocratie va de l'avant. Présent lors de cette rencontre, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a souligné l'importance du dessin, surtout en matière de communication. La communication, elle est plurielle, elle est diverse, elle se fait sous toutes les formes. Et j'apprécie particulièrement cette forme de communication qui est incisive, qui est brève, qui dit beaucoup de choses en peu de traits. Le gouvernement apporte son soutien à cette forme de communication. La 4e édition du Festival international du dessin et de la bande dessinée se tient à Grand-Bassam. Cette édition est organisée pour une durée de 3 jours, entre le 16 et le 18 mars 2017, avec la collaboration de Cartooning for Peace, c'est-à-dire Dessin pour la paix. Voilà l'association des dessinateurs reçue donc par le vice-président ivoirien ici à Abidjan. On parle maintenant des modèles de croissance inclusive en Afrique. Ce thème fait l'objet de réflexion au 5e Forum international Afrique Développement. La rencontre se tient loin d'ici, à Casablanca au Maroc. Ce forum ouvert hier vise la promotion de la coopération Sud-Sud. Il a pour ambition de déterminer les grands projets de développement et d'investissement afin de mettre en lumière les potentialités économiques de l'Afrique. Les travaux devraient prendre fin ce soir. On reste au Maroc. Le pays vient d'avoir un nouveau Premier ministre après 5 mois de blocage. Il a été nommé aujourd'hui même par le roi Mohamed VI. Saad Eddine El Othmani s'attellera à former dans un bref délai un nouveau gouvernement. Psychiatre de formation et figure du parti Justice et Développement, Saad Eddine remplace à ce poste Abdelila Benkiran, évincé mercredi par Mohamed VI pour n'être pas parvenu à former une majorité. Cette question à présent, quelles sont les stratégies à mettre en place pour permettre aux postes dans l'espace CEDEAO d'apporter leur contribution dans la lutte contre la pauvreté? La question préoccupe la conférence de la Poste des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle vient donc de se réunir à Grand-Bassam. Des solutions ont été proposées. Les postes dans l'espace CEDEAO sont invités à travailler en synergie. On en sait plus avec Issa Tchonayeo. Des études montrent que moins de 10% des populations dans les pays en voie de développement ont accès à un service bancaire.
Des experts de la Poste ont réfléchi justement pendant 2 jours à Grand-Bassam sur la contribution de la Poste à l'inclusion financière et au développement du commerce électronique dans l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons démarré un certain nombre de choses. Les autres pays qui ont fait des présentations ont démontré leur capacité. Et ici, sous l'égide de la CEDEAO, nous avons adressé toutes ces questions et nous pensons que nous allons aller plus loin que cela. La Poste est là où les autres n'arrivent pas. Elle offre déjà ce que les autres offrent, mais elle va au-delà. Il nous revenait de relayer tout ce qui a été dit au Congrès mondial auprès de nos pays, auprès de nos postes, pour que ces postes-là prennent les dispositions nécessaires pour s'inscrire dans le mouvement qui fait qu'aujourd'hui, les postes doivent être porteurs d'avenir. Face à l'avancée technologique, les postes éprouvent de nombreuses difficultés. Elles ont donc obligation de se mettre au goût du jour. Nous avons dit qu'il est temps que le pays de la CEDEAO se mette ensemble, d'abord pour faire une analyse, une évaluation des terrains, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent amener d'innovant pour que tous nos pays redonnent la confiance à la Poste. Le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste salue le travail des experts. Les conclusions de vos travaux en groupe ont montré des pistes pour une stratégie régionale de développement du commerce électronique dans l'espace CEDEAO. Faisons en sorte d'agir collectivement. Le séminaire de Grand-Bassam a donc été l'occasion pour les postes des États membres de la CEDEAO de peaufiner les stratégies afin de relever tous les défis de la lutte contre la pauvreté. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir en novembre prochain le 5e sommet réunissant l'Union européenne et l'Afrique. Le pays veut réussir ce rendez-vous qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Les membres du comité d'orientation et ceux du comité de pilotage se sont réunis aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères au plateau pour une séance de travail. Et justement, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tano, s'est exprimé face à la presse à la fin de cette réunion. Nous l'écoutons au micro de Michel Digré. Le comité de pilotage que préside le ministre des Affaires étrangères, avec comme premier vice-président le ministre de l'intégration africaine et comme deuxième vice-président le ministre de l'économie et des finances, se réunit avec un certain nombre de ministres, avec les représentants d'un certain nombre de ministres et de structures, et c'est vraiment ce comité-là qui est à la manœuvre pour que ce sommet soit un succès. Et ce comité, ce COPIL, rend compte au CNOA, donc au vice-président et au Premier ministre. Notre prochaine réunion aura lieu lundi. Aujourd'hui, l'ordre du jour consistait surtout à désigner les présidents des différentes commissions qui vont être chargés de l'organisation de ce sommet et puis prendre un certain nombre de décisions pour un compte rendu la semaine prochaine au vice-président et au Premier ministre. L'ancien ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, André Yomon Thérèse, a été nommé par le président de la République ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville. Elle a présenté ses lettres de créance et sachez que c'est le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Delphine Blas. Avec une forte colonie au Congo, désormais la Côte d'Ivoire dispose officiellement d'une représentation diplomatique et c'est le professeur Thérèse Ndrioma qui a été choisi par le président Alassane Ouattara. Elle a présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais. Professeur agrégé de médecine, conseiller spécial à la présidence de la République, Madame Ndrioma était candidate officielle de la Côte d'Ivoire pour prendre les commandes de la direction régionale de l'OMS Afrique. L'ancien ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, 62 ans, aura désormais pour mission de renforcer les relations tant diplomatiques que commerciales entre Abidjan et Brazzaville. En 2014, les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Congo étaient estimés à 34,144 milliards de francs CFA avec une balance commerciale en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le nouvel ambassadeur est appelé à faire en sorte que les nombreux projets d'accords initiés entre les gouvernements des deux pays connaissent rapidement une finalisation. Premier ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo, l'ancienne chef de service de médecine et d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Yopougon et coordinateur du programme de recherche PASSI demeure consciente de ce privilège et s'engage à bien remplir sa mission.
Parlons maintenant de lutte contre l'immigration clandestine. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et une ONG fédèrent leurs énergies pour venir à bout de ce phénomène. Ensemble, ils veulent freiner la migration clandestine des Ivoiriens vers les pays occidentaux. Ahmed Traoré, Gabriel Zani. Pour la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, il est temps de mettre fin au fléau qu'est la migration clandestine des Ivoiriens. Pour atteindre cet objectif, elle noue un partenariat avec l'organisation non gouvernementale Friedrich Naumann. Les deux organisations entendent mener ensemble une caravane de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Déjà sur le terrain, il y a eu plusieurs actions, sans compter les conférences, les campagnes nationales de sensibilisation qui sont allées dans plusieurs régions et qui vont se poursuivre. Le partenariat avec des organismes, notamment l'OIM, la Fondation Friedrich Naumann et avec l'Union européenne qui va aussi appuyer les activités du centre d'accueil des migrants. Alors depuis 2014, on travaille en lien avec le ministère sur les questions de la migration clandestine. Nous avons organisé d'abord quelques conférences ici à Abidjan et puis devant l'ampleur du phénomène de la migration clandestine, le ministère avait souhaité pouvoir organiser des campagnes de sensibilisation. Donc nous avons été associés à ces campagnes-là. Alassane Diamoutene, directeur de cabinet au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, exhorte les migrants clandestins à revenir au pays. Nous avons beaucoup d'expatriés et notre rôle, c'est de mettre en œuvre le mot d'ordre du président de la République qui a souhaité que beaucoup d'Ivoiriennes, tant qu'ils peuvent, puissent retourner et contribuer au développement du pays. Selon les chiffres du ministère, la Côte d'Ivoire compte 54 représentations diplomatiques et 1 240 000 Ivoiriens à travers le monde. 871 migrants clandestins ivoiriens ont pu être rapatriés des larges de l'Italie. Dans le domaine agricole à présent, après 44 ans passés au Royaume-Uni, l'Organisation internationale du cacao est de retour en Côte d'Ivoire. Cette action est marquée par la signature d'accords de siège révisés entre l'État ivoirien et l'organisation. Et avec cet accord, des producteurs ivoiriens de cacao vont pouvoir suivre des programmes de formation, nous explique Aurélia Drokoula, Patricia Omouetia. Améliorer le fonctionnement de la filière cacao dans le monde, c'est le combat que mène l'Organisation internationale du cacao depuis sa création en 1973. Implantée à Londres depuis 44 ans, cette organisation est de retour à Abidjan, premier pays producteur mondial de cacao. Une action marquée par la signature d'un accord de siège révisé entre le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et Luis Valverde, président de cette institution. Cet accord qui vient remplacer celui du 22 novembre 2002 permettra, et nous l'espérons, à l'ICCO de mieux remplir sa mission. Je voudrais, au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement ivoirien, vous renouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que votre organisation puisse bénéficier des meilleures conditions possibles. La signature de l'accord de siège aujourd'hui matérialise pour nous la réalisation d'un rêve. Le rêve dans lequel l'ICCO doit se trouver dans le pays où il doit être. Et nous remercions donc les autorités de nous permettre aujourd'hui d'être dans le premier pays producteur et nous envisageons pour cette organisation un avenir des plus radieux. L'ICCO est constitué de 51 pays membres, dont 21 exportateurs et 30 importateurs. Le siège sera inauguré le 25 avril 2017 prochain à Abidjan. Opération réussie pour les forces de sécurité à Bondoukou grâce à la collaboration des acteurs de la filière anacarde et des populations de Bondoukou. Les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur environ 50 tonnes d'anacarde à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Explication détaillée avec Noël Niagno. Le trafic des noix de cajou à l'est de la Côte d'Ivoire, une preuve de plus. Ces camions, lourdement chargés d'anacarde, saisis et stationnés dans la cour du bataillon de sécurisation de l'Est. La quantité est évaluée à environ 30 tonnes. À ce volume associant ces sacs des précédentes saisies, emmagasinés et ceux stockés à la gendarmerie de la localité. Évaluation totale 50 tonnes. À l'origine de ces saisies et des précédentes, une parfaite collaboration entre forces de sécurité, acteurs de la filière et les populations.
Nous avons été informés de ce qu'un trafic serait en train de s'organiser au niveau de la frontière. Donc nos éléments se sont rendus sur le lieu aux environs de 22 h. Et c'est à 2 h du matin qu'ils ont pu intercepter les trafiquants. Une preuve de l'engagement au quotidien des autorités locales à endiguer le mal, a souligné le directeur général du Conseil de coton et de l'anacarde en mission de suivi dans ces régions depuis l'ouverture de la campagne le 16 février dernier. Moi, j'ai toujours considéré qu'affirmer que les camions sortent tout le temps sans aucune réaction de nos autorités, c'était un peu une atteinte à la qualité du travail que faisaient toutes ces autorités. Et c'est pour ça que je n'ai jamais douté du travail qui se fait tous les jours sur le terrain. La coïncidence est que nous sommes arrivés, nous avons trouvé les camions ici, mais je peux vous dire que tous les jours, nous avons des informations relativement à des saisies de camions. Pour rappel, le prix plancher Borchamp pour la campagne 2017 de la commercialisation du cajou est fixé à 440 francs CFA contre 330 francs pour la campagne 2016. Le ministère de l'Économie et des Finances invite les souscripteurs d'agro-business concernés par la première phase à déposer ou vérifier leur numéro de compte dans les différentes banques d'accueil. C'est une étape, selon le ministère, qui conduit au virement des sommes à percevoir. Francis Boifo. Le virement bancaire, c'est l'option choisie par l'administrateur séquestre pour le remboursement du capital initial investi par les souscripteurs d'agro-business. Les personnes concernées par cette première phase du remboursement sont invitées à communiquer leur numéro de compte aux banques d'accueil pour le virement. Cette étape est en cours dans les différentes banques, mais se déroule très loin des caméras, comme nous avons pu le constater ce vendredi au plateau. Pour les banques, l'opération est privée et exceptionnelle, donc nécessite des dispositions spéciales. Cette opération, il faut le rappeler, est différente des paiements habituels selon les structures financières parce que le souscripteur ne se présente pas au guichet pour recevoir de l'argent liquide. Une fois le dépôt ou la vérification du numéro de compte terminé, la banque dispose de 48 heures ou de 72 heures maximum s'il n'y a pas d'anomalie sur le compte pour traiter le dossier de virement. Et c'est également une question de patience. Il faut savoir que les souscripteurs qui vont aller dans une banque ne pourront pas être satisfaits dans la même journée. Peut-être que les banques auront intérêt à organiser même le flux des personnes qui vont arriver parce que c'est sur une période. Cette structure d'agrobusiness retenue pour cette première phase de remboursement du capital initial investi par les souscripteurs. Plus de 9000 personnes sont concernées. Au chapitre politique, le Parti ivoirien des travailleurs a été admis officiellement au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était lors d'une réunion du RHDP tenue hier. Et sachez que lors de cette rencontre, le bilan des élections législatives a été dressé, nous dit Sidonie Davila. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, intègre officiellement le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Depuis ce jeudi, le parti jusque-là observateur du RHDP est désormais membre à part entière de la coalition. Pourquoi ne pas franchir un pas de plus? À l'analyse, on a vu que le PIT, ayant soutenu le candidat Alassane en 2010, apprécie le travail qui a été abattu et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le PIT a décidé de continuer l'alliance avec le RHDP. L'annonce officielle de l'adhésion du PIT s'est faite au cours de la réunion conduite par Amadou Soumaoro, président du directoire du RHDP. Une réunion consacrée à la remobilisation des bases du groupement politique. Il en ressort que le parti unifié est toujours d'actualité. Je tiens à rassurer les militants des partis membres du RHDP que, contrairement à certaines allégations, l'idée du parti unifié n'est pas abandonnée. Cependant, il faut retenir qu'il s'agit d'un processus politique, encore mieux d'une construction. Un adage de chez nous dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Pour le président du directoire du RHDP, l'évolution est certaine vers le parti unifié. Surtout après le brillant succès aux législatives,
La coalition a obtenu 220 sièges sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. Voilà, je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du procureur de la République. Le samedi 11 mars 2017, lors d'un meeting qu'il a animé à Yopougon, le nommé Sam Jichi Mohamed, alias Sam l'Africain, a tenu des propos incitant à la haine tribale, à la xénophobie et à la révolte des militaires. Ces propos d'une particulière gravité au moment où les plus hautes autorités de notre pays œuvrent à la réconciliation nationale et à la restauration de la cohésion sociale sont constitutifs d'infractions prévues et punies par les articles 199, 200 et 201 du Code pénal. Interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte à cet effet, le nommé Sam Jichi Mohamed a été déféré ce vendredi 17 mars 2017 au parquet qu'il a traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. C'est signé du procureur de la République Adou Richard Christophe. Dans le domaine des transports, sachez qu'au cours de son séjour à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rencontré les acteurs du secteur. Il a profité pour revenir sur l'incident survenu au port autonome d'Abidjan et qui avait causé des blessés et des dégâts matériels. Amadou Koné rassure donc les acteurs du transport. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour assurer la sécurité des transports sur le corridor Abidjan-Ouaga et sur les autres destinations. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. Mise en place du comité conjoint de suivi du programme de facilitation du commerce, des transports et du transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Partage d'expériences des structures en charge de la sécurité routière et le projet de mémorandum portant sur l'authentification des permis de conduire et les cartes grises. Ce sont autant d'accords retenus à la fin de cette séance de travail entre les parties ivoiriennes et burkinabées. Les résolutions de cette rencontre sont signées par les deux ministres en charge des transports. Un chronogramme est également établi pour la mise en œuvre de ces différentes décisions. La clôture de cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Amadou Koné de revenir sur l'incident survenu sur la plateforme portuaire fin février 2017. Il a également profité pour rassurer les acteurs du transport du Faso, du Mali et du Niger des dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour leur assurer la sécurité. Je voudrais que vous soyez des partenaires pour que nous modernisions effectivement le secteur du transport, que vous puissiez vivre tranquillement de votre métier. Il faut éviter les arrêts de travail qui ne profitent à personne, quelle que soit la difficulté. Nous serons là pour vous accompagner, faire en sorte que nous ne bloquions pas nos économies, notamment l'économie des pays de l'Interland, que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Des décisions saluées par les acteurs du transport et du commerce du Faso. En tout cas, moi je suis content parce que ce qui vient de dire là, c'est quelque chose qui nous concerne et je sais qu'on va arriver. Déjà, des actions ont été prises en vue de la reprise du trafic sur les différents tronçons Abidjan-Ouagadougou, Abidjan-Niamey et Abidjan-Bamako. Le ministre Thierry Tano en visite en Côte d'Ivoire Énergie, donc une visite qui entre dans le cadre de sa prise de contact avec les structures sous tutelle. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et du Développement des énergies renouvelables a donc pu exprimer sa satisfaction quant au travail déjà abattu et ses attentes, notamment l'amélioration du rendement et de la qualité du service. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable lance la phase de la répression pour le respect du décret interdisant la production et la commercialisation des sachets plastiques. Des usines de fabrication d'eau en sachets ont été démantelées aujourd'hui. Ces usines ont reçu une visite surprise de la ministre Anne-Désirée Oloto et son équipe. On voit cela avec Massokone et Alexis Ouedraogo. Cocody, quartier Riviera-Palmeraie, rue Ministre. Ce magasin, loin d'être un atelier de couture, sert plutôt d'usine de fabrication d'eau en sachet. Une activité interdite par le gouvernement, mais encore exercée clandestinement et dans des conditions insalubres. À l'arrière, une habitation, celle du propriétaire du magasin, qui refuse toute conversation. Même décor à la Riviera-les-Rosiers. Dans cette autre usine clandestine, la propriétaire absente, c'est une gérante désemparée par la présence des autorités et la police qui essaie de s'expliquer. Kapemi sur Akwedo village, toujours dans la commune de Cocody.
Dans l'une des pièces de cette maison, des travailleurs torse nus fabriquant de l'eau en sachet. Une situation que juge aberrante Anne-Désirée Ouloto, qui ordonne la perquisition des installations et la saisie des packs d'eau en sachet. La tournée prend fin par une visite d'une laiterie dans la commune de Marcory. Les responsables de l'usine ont eux réussi à se conformer à la loi et aux règles d'hygiène. Nous avons vu dans ces maisons, ces habitations qui fabriquent ces sachets d'eau, des conditions plus qu'insalubres, des conditions d'hygiène inexistantes. Et ces sachets d'eau vous sont proposés partout, à tous les carrefours, à tous les points de rue. Le gouvernement invite toutes ces entreprises productrices de ces sachets à une reconversion. Et cela est possible. Cette descente fait suite à la mise en œuvre de la phase répressive concernant l'application du décret portant interdiction de la fabrication et la commercialisation des sachets plastiques. Selon Anne-Désirée Ouloto, plusieurs visites surprises du genre auront lieu dans toutes les communes du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. À Bouna, la direction régionale de l'éducation nationale, très active également, appelle à la mobilisation autour de l'école. Elle veut mettre fin aux maux, notamment manque d'infrastructures, manque d'enseignants et problèmes d'alimentation des élèves dans les cantines. On en sait plus avec notre reporter sur place, Astou Touri. La réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. En s'appropriant ce thème, il s'agit de déterminer les stratégies et les mécanismes à mettre en œuvre. Dans la région du Boukani, je déclare ouvert les travaux du symposium de la direction régionale de l'éducation nationale de Bouna. Pour améliorer les résultats scolaires et les conditions de travail des acteurs du système éducatif dans la région du Boukani, un symposium a été organisé par la direction régionale de l'éducation nationale de Bouna. Premièrement, vous avez les questions des cantines, parce que nous avons juste sur 77 écoles, rien que 37 qui possèdent, n'est-ce pas, des cantines. Ensuite, le déficit en enseignants, qui est vraiment très criard dans cette région. Nous avons également les taux de scolarisation. Ce que j'attends, c'est l'engagement, n'est-ce pas, des parents. C'est que les parents se rendent compte que désormais l'école leur appartient. Durant 2 jours, les séminaristes réfléchiront sur 4 problématiques en vue d'asseoir des stratégies pertinentes et efficaces pour une école de qualité. En tant qu'autorité traditionnelle, nous allons prendre des engagements forts pour soutenir les actions de l'école dans notre région. Il y a 84% d'analphabètes au niveau de la population. Vous voyez déjà que c'est déjà malheureux. Donc il faut qu'on prenne des engagements forts pour soutenir toutes les actions de l'école et pour que au moins nos enfants puissent aller à l'école, les maintenir à l'école jusqu'à ce qu'ils finissent leur cycle. Prendront part à ce séminaire les autorités préfectorales du Boukani, la communauté éducative, les élus et cadres et les chefs coutumiers et religieux. Le projet Route de l'esclavage en Côte d'Ivoire a démarré en 2015. Il vise à démontrer à partir d'études scientifiques que la traite négrière et l'esclavage ont effectivement existé en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les experts de retrouver les traces matérielles et immatérielles de cette pratique qui a marqué l'histoire du monde. On en sait plus avec Serge Collier. Reconstituer les traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que le ministère de la Culture et de la Francophonie, aidé en cela par l'UNESCO, assigne à l'équipe d'experts chargée de conduire le projet La route de l'esclave. L'actuel territoire de la Côte d'Ivoire a-t-il servi de cadre au marchandage d'esclaves noirs? Existe-t-il des indices matériels et immatériels? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de présomption, ce sont des certitudes. Il reste maintenant à trouver les informations pour essayer de situer la place de notre côte dans cette traite. Ce travail de mémoire, entamé en 1994, puis abandonné du fait des crises successives en Côte d'Ivoire, a été relancé en 2015. L'étude a permis de localiser des sites identifiés comme lieux de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière.
Tous les détails de ces informations sont contenus dans le rapport d'étape 2016 présenté par le ministère de la Culture et de la Francophonie à l'UNESCO. Dès que nous avons appris que des esclaves seraient passés en Côte d'Ivoire, l'UNESCO s'est intéressé à appuyer la Côte d'Ivoire pour mener des recherches scientifiques afin de pouvoir documenter ce passage-là et le comptabiliser au compte des acquis du projet Route de l'esclave. Les travaux qui ont été réalisés sont d'excellente qualité et des travaux très avancés qui ont besoin d'être affinés et approfondis, notamment par des travaux archéologiques qui vont être bientôt entamés. La reconstitution